Et bonjour et bienvenue pour le podcast Backstage où nous recevons aujourd'hui une nouvelle invitée. Donc tu es la première fille d'ailleurs de notre série de podcasts, Claire Dodin. Bonjour. Salut Claire. Bonjour. Qui est donc basée à Los Angeles. Donc on enregistre ce podcast en remote et en décalage horaire. On va expliquer pourquoi tu es basée sur Los Angeles et ce que tu y fais. Tu es, on peut dire quoi, comédienne, productrice? Oui, un petit peu de tout. Comédienne, productrice, directrice artistique, tout ça quoi. Ouais, un petit peu, voilà, couteau suisse, multitâche. Voilà. On va commencer comme on a l'habitude de le faire sur toutes nos émissions, avec un profil artistique, pour savoir un petit peu qui tu es, d'un point de vue artistique, avec des petites questions qui seront ajustées selon ta situation et tes réponses. Ok. Et on y va de suite alors. Ok, c'est parti. Allez, est-ce que tu peux me donner ton prénom et ton nom? Claire Dodin. Ta nationalité? Française et américaine. Hey, t'es la deuxième binationale qu'on reçoit. Ah. C'est marrant. Ouais, on a eu un serbo-suisse et maintenant on a une franco-américaine. Ton âge? T'as le droit de donner un joker. Ok, ouais, non, en fait, j'allais te dire, j'ai entre quelques mois et quelques centaines d'années en fonction du personnage. Ça peut même aller jusqu'à quelques milliers d'années si tu veux, parce qu'en fait, on n'est pas limité aux humains. Ah bah voilà. Voilà. C'est parfait. On va rester là-dessus alors. Écoute, on en a parlé un petit peu, mais ta profession? Alors, ma profession... comédienne, on va dire, c'est la profession numéro 1. Numéro 2, directrice artistique. En fait, je fais à peu près en ce moment 50% des deux. Et en plus, comme je travaille plus que 8 heures par jour, j'ai aussi le chapeau de productrice. J'adore travailler, donc voilà. Alors, depuis combien de temps tu fais ces métiers? Comédienne, ça fait 20 ans. Directrice artistique, 15 ans. Et productrice, 5-6 ans. D'accord, ça fait pas mal d'expérience dans tous les domaines. Ouais. Oui. Artistiquement, tu es plutôt France ou États-Unis? C'est une question difficile celle-là. Un petit peu des deux, je pense. Mon cœur est avec la France parce que je pense que d'un point de vue création et on va dire âme, je suis très française à ce niveau-là. Mais les États-Unis ont le côté flashy, le côté entertainment, on fait des choses pour amuser les autres, etc. Et ça, j'ai ça aussi. Donc il y a le côté plus profond, plus beau, on va dire français, et le côté plus m'as-tu vu, regarde comme tout est beau et tout est magnifique, américain. Et en fait, moi, je suis un peu le mélange des deux. Voilà. Ok, oui, ça se comprend. Tes goûts musicaux? Alors, mes goûts musicaux, moi, j'ai commencé dans la comédie musicale. Donc, mes goûts musicaux sont très comédie musicale, on va dire, dans l'ensemble. Même si, en fait, j'écoute toutes sortes de musique dans la mesure où ça chante bien. Et ce n'est pas toujours le cas, dans la pop en particulier. Mais dans la mesure où ça chante bien et c'est mélodieux, je vais sûrement aimer. Mais dans l'ensemble, ce que j'écoute le plus, c'est de la comédie musicale ou du jazz. D'accord. Est-ce que tu es fan de littérature? Et si oui, est-ce que tu as une œuvre qui t'a marqué? Alors oui. Moi, j'ai été élevée par des parents qui sont profs. Et donc, on a été élevés dans une maison où on avait des livres de partout. Donc, j'ai lu beaucoup de classiques et j'adorais en particulier quand j'étais plus jeune Victor Hugo. J'étais grande fan. Je trouve que ça se lit comme un roman policier. Ça se dévore. Et donc, Notre-Dame de Paris, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment marquée quand j'étais plus jeune. Et il y a des classiques comme ça, mais il y a aussi des classiques un peu plus récents, on va dire, les Arsène Lupin. Je suis une grande fan d'Arsène Lupin. Je dirais même que c'est ce qui m'a donné envie de faire des films et d'être à l'écran. C'est Arsène Lupin, je rêvais de la version filmée, de comment est-ce qu'on pouvait faire quand j'étais adolescente. J'adorais ça.
Donc, mais je dois avouer que plus récemment, je lis beaucoup moins de nos jours. C'est triste, hein. Je sais pas si ça a à voir avec les médias sociaux. Et j'ai l'impression des fois que je perds mon temps sur Facebook et que je ferais beaucoup mieux de lire un livre et je le fais pas. Je regarde Facebook à la place et c'est triste. Alors j'ai envie ça fait longtemps que je dis, il faut que je fasse, de m'imposer une nuit lecture par semaine à la maison où on prend notre Kindle et on lit. Au lieu de regarder la télé, au lieu de regarder un film. Parce qu'en fait, j'adore lire. Quand je commence à lire, j'adore. Mais je lis pas assez. Ça, c'est un truc que je retrouve beaucoup dans les gens avec qui dans les réponses aux questions qu'on pose aux gens qui viennent dans le podcast, ou même avec des personnes avec qui on parle en général. L'attrait pour le téléphone portable est souvent plus fort que celui du livre. Triste, oui. Et en plus, je peux même pas dire que j'aime, parce que des fois, je me retrouve, je regarde les médias sociaux et il y a rien qui m'intéresse dessus, et pourtant, je suis quand même en train de regarder. Je me dis, mais pourquoi? En fait, il faut reprendre une discipline et je dis tout le temps que je vais le faire et je le fais pas. Donc mais je devrais, parce qu'en fait, c'est vrai que j'adore lire. Ouais. Mais il faut s'y mettre, faut avoir la discipline de le faire. Parce qu'il faut être dans un endroit calme, il faut être dans les bonnes circonstances, sinon on n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à se concentrer. Est-ce que tu as un attrait pour la peinture ou toute autre forme d'art? Oui, alors la peinture aussi. Quand j'étais petite, ma mère et mon père m'ont emmené voyager un peu partout, et je suis tombée en particulier amoureuse de l'Italie et des tableaux qu'on trouve dans les églises, dans les endroits où ils ont été peints pour l'endroit où on les voit. Je trouve que c'est très très différent des musées. J'aime bien aller dans les musées aussi, mais dans les musées, ils ont des vitres devant, il y a des reflets de la lumière, etc. On les voit pas bien. Alors que quand on va dans les églises en Italie, tu peux voir un Titien, tu peux voir un Michelangelo, tu peux voir tout ça dans l'endroit où il a été créé. Et là, ça donne des émotions extraordinaires. Donc oui, j'adore ça et voyager. C'est deux choses que j'adore faire. Donc je voyage un peu partout, je regarde de l'art et si je peux, j'aime bien aussi acheter un tableau ou quelque chose de quelqu'un de local dans les endroits où on va. Et voilà. Il y a de quoi faire en Californie? En Californie, oui, il y a quand même des endroits où on peut voir des tableaux. Enfin, c'est pas aussi riche que l'Europe, hein. Mais bon, il y a le Getty Center, il y a des endroits où on peut voir ils ont pas énormément de tableaux, mais il y en a 3-4 qui valent la peine d'être vus. Donc ça vaut la peine d'y aller pour les jardins, pour l'architecture, et puis pour voir les 3-4 tableaux qui sont magnifiques et qui sont cachés au milieu des autres qui sont un peu moins intéressants. Donc venez quand même. Alors, en tant que consommatrice, ouais. Tu préfères le jeu vidéo, tu préfères on va dire l'audiovisuel, série, cinéma, ou le théâtre? Alors, ok, jeux vidéo, non. J'ai fait exprès de pas y jouer parce que je pense que si je commence à y jouer, je passerai tout mon temps à le faire. Et donc, je me dis, si je commence pas, comme ça, je peux faire d'autres choses parce que j'ai pas le temps. Alors après, la télé, je la regarde beaucoup parce que, à cause de mon métier, j'ai besoin de savoir ce qui se fait. Mais là où je prends le plus de plaisir, c'est au théâtre. En particulier la comédie musicale. Il y a des émotions. Je pleure sans arrêt au théâtre. En général, je te dirais même, c'est au début d'une pièce parce que j'ai tellement de plaisir que c'est trop, j'arrive pas à le garder. Tellement je suis contente quand une pièce est belle, quand la musique est belle, quand les gens sur scène donnent quelque chose. Il y a un plaisir que je trouve qu'on retrouve pas dans l'audiovisuel. L'audiovisuel, j'adore, hein, mais on le consomme pas de la même façon. On le regarde souvent en faisant autre chose, on n'a pas la même attention. Alors que quand on est au théâtre, on est 100% présent dans le moment. Et ça donne des émotions qui n'existent pas ailleurs, je trouve. J'imagine que tu as été à Broadway? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a justement un spectacle qui t'a marqué à ce niveau-là, en comédie musicale ou... Plein. Ouais, trop. Plein. Alors, déjà, comme je t'ai dit, j'ai commencé dans la comédie musicale, oui, donc oui. J'ai tout vu. Enfin, peut-être pas tout, mais beaucoup.
Mais par exemple, tu vois, un exemple, j'irais Rent. Je sais pas si les gens en France connaissent, mais cette comédie musicale-là, la première fois que je l'ai entendue juste en audio et j'ai pas tellement accroché à la musique. Et quand je l'ai vue sur scène, je suis tombée amoureuse, j'ai adoré, c'était extraordinaire, ça m'a époustouflée. Et c'est parce qu'en fait, c'est ça que j'aime dans la comédie musicale, c'est que c'est pas que musical, c'est aussi une histoire des gens qui vivent, on ressent les émotions comme au théâtre, comme si c'était pas chanté. Il y a tout ce côté, on vit quelque chose avec le personnage et on vit un morceau de cette vie avec le comédien qui est sur scène. Et Rent, ça m'a dévastée. J'ai adoré. Après, il y en a tellement que j'ai aimé. Évidemment, Les Misérables, qui a été pour moi la raison pour laquelle je suis partie en Angleterre pour faire de la comédie musicale. Quand j'étais petite, ma grand-mère m'avait acheté le CD, en fait, la musique des Misérables, de la comédie musicale, en français. Et elle croyait qu'elle m'avait acheté le livre audio de Victor Hugo, et en fait, c'était la comédie musicale qu'elle m'avait acheté. C'était un accident. Et qu'est-ce que j'ai aimé! Je l'écoutais mais toute la journée, je chantais toute la journée dessus, et c'est ça qui m'a fait dire il faut que je chante dans ma vie, il faut que je fasse de la comédie musicale, il faut que je fasse du théâtre. Je suis obligée. Je suis complètement tombée amoureuse de cette histoire chantée. Donc voilà, donc les Misérables, c'est la première qui m'a marquée, et après il y en a eu beaucoup d'autres, voilà. Ouais, parce que moi je suis pas trop dans cet univers-là, par exemple, la comédie musicale, et j'en avais jamais vu avant d'aller à New York, où je suis allé voir Chicago. Chicago, c'est super bien aussi. Moi, pour être honnête, je connaissais à peine l'histoire. Ouais. Et quand j'ai assisté à ça, je dois bien avouer que j'ai trouvé ça incroyable. Pourtant, c'est vraiment pas mon domaine, hein, et c'était chouette. Et comme tu dis, on suit des personnages, on est à fond dans l'histoire, on a l'impression de regarder un film, mais tout se passe devant nous. Ce qui est dingue, c'est la performance, moi, ça m'a vraiment scotché. C'est ça, le talent. Hein. La performance vocale et la danse également. C'est des athlètes, quoi. C'est un truc de fou ce qu'ils font, tout en chantant. On n'entend pas l'essoufflement, tout est juste, tout est calé. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Surtout à Broadway. Surtout à Broadway, ça c'est clair que j'ai jamais vu un mauvais spectacle à Broadway. J'ai vu des pièces qui m'ont moins plu que d'autres. Mais le talent sur scène, il est fou. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Non, très, très, très chouette. C'était une belle expérience. Et ben voilà, on a fini notre petit questionnaire en mode interrogatoire artistique. On va passer à la deuxième partie maintenant. Ok. L'idée, ça va être de parler un petit peu plus de ton actualité. On va parler de ce que tu fais à Los Angeles. Ok. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est quoi? Qu'est-ce qui occupe tes journées? Quelles sont tes multiples activités? Oui, j'allais dire beaucoup. J'ai toujours beaucoup de choses en même temps. Alors, on vient tout juste de finir le doublage en anglais d'une petite série qui s'appelle Tati et Missy Fou. Daddy, I need to go. There's some trouble in the cat world and the queen of the cats has personally requested me. Yes, I took some good notes, teacher. C'est la 8e saison qu'on vient de finir. Et ça, vous pouvez le voir sur YouTube, mais c'est en anglais. Okay. Alors, on est aussi en plein milieu de faire une version française des chansons Bébé Fine, qui sort d'ailleurs aujourd'hui, je pense. La première chanson sort aujourd'hui sur YouTube. C'est la suite de Baby Shark, de Bébé Requin. Ok, d'accord. Et donc on le lance là. Je pense normalement c'est aujourd'hui que ça commence sur YouTube. Et donc c'est toute une série de chansons, et en fait c'est une famille. Donc c'est pour les petits, entre on va dire quelques mois et peut-être 5-6 ans. Et il s'agit d'une famille avec un maman, une papa, et il y a 2 frères et une sœur. Enfin, Bébé Fine, c'est ah non, c'est une petite fille, Bébé Fine. Donc 2 sœurs et un frère. Oui, c'était Bébé Requin qui était le petit garçon. Et
Et voilà, et donc on suit leurs petites histoires et on les regarde jouer et ils chantent. Voilà, donc ça c'est tout à fait adorable. Mais c'est beaucoup de chansons, beaucoup qu'on est en train de faire. Et est-ce que je me trompe si tu dis que tu es une des voix françaises de Bébé Shark aussi? Oui, alors sur Bébé Requin, je suis maman. Maman requin, maman requin. Mais sur Bébé Fine, je ne fais que produire la direction artistique. Ok. Oui, parce qu'on fait aussi, on fait aussi Bébé Requin. Les multiples parents dont je fais partie partout en France, tu me détestes, qui ont entendu ça des millions de fois, c'est toi qu'on doit détester. En fait. Oui, voilà. Je suis à la fois la plus aimée et la plus détestée personne de France, je pense. Ah ouais. Ah oui, pour ma fille, t'es une idole. Hein. Ça, c'est... Les enfants, en général, quand je leur dis que je suis maman requin, les yeux qui s'ouvrent. Donc là, tu produis donc. Donc là, celui-là, je produis la version française avec mes chanteurs et voilà. Et donc là, par contre, je fais pas de voix dessus. Et sinon, j'ai aussi une autre série qui s'appelle The High Meow. Alors celle-ci, elle est à moi complètement. C'est-à-dire que c'est moi qui fais l'animation. Enfin, c'est ma boîte qui fait l'animation et qui écrit les chansons et qui met ça sur YouTube. Et c'est aussi pour les petits. On a une version française, une version anglaise. Et sur celle-là, je fais des voix parce que on n'a pas j'ai pas les budgets pour avoir tous les chanteurs que je voudrais. Bon, ça va, je me débrouille. Hein. Je me débrouille à chanter aussi, puis ça me fait plaisir. Et là, ma série, c'est des chats. C'est des petits chats qui chantent dans le site de souris. Ouais, on reste sur les animaux. Et aujourd'hui, on vient de sortir une nouvelle chanson, d'ailleurs avec où c'est Audrey Lemaire qui chante, que tu connais, je pense. Oui. Et qui fait la voix chantée de notre petite souris, parce que notre petite souris est enceinte et elle vient d'avoir un bébé. Et donc, on a cette chanson-là qui sort et Audrey vient juste d'avoir un bébé aussi. Oui. Donc, c'était tout à fait à propos. J'allais lui faire un petit coucou, justement. Il me semblait qu'elle venait d'avoir un bébé aussi. Ouais. Voilà, et comme tu sais, Audrey est une chanteuse extraordinaire, donc je suis très très contente de la voir dans ma série. Et alors, si tu as autant de projets et qui n'ont pas tous forcément, qui demandent pas forcément tes talents de comédienne, elle en est où ta carrière de comédienne dans tout ça? Ah ça va bien, ça va même très bien, je dirais, parce que là, par exemple, je suis dans 2 très gros jeux vidéo qui viennent de sortir. Ok. Donc tu as probablement entendu parler, Starfield. Non, à peine. Par contre, je suis pas sur la version française, je suis sur la version anglaise. Ah oui. Je suis la Crimson Fleet, je suis les pirates. Ouais. Donc tu peux soit me rejoindre et te battre avec moi, soit je viens t'empêcher de monter sur un vaisseau, ou je viens t'attaquer. Voilà. Ok. Donc voilà, sur Starfield. Et je suis aussi dans un autre jeu vidéo de Paradox qui s'appelle The Lamplighters League. Et là, je joue le rôle de Célestine, c'est un des rôles principaux. C'est aussi sur la version anglaise parce qu'il n'y a pas de version française sur celui-là. Celui-là, il est que sous-titré pour la France. Donc là, vous m'entendrez, si vous jouez en France, vous m'entendrez. Et vous pouvez me jouer, mon personnage, vous pouvez le jouer. Ah oui, mais alors... Quid de ton accent? J'ai quand même un petit accent. Sur les personnages, ils ont décidé de les faire français, on va dire. Mais j'ai de moins en moins d'accent. Hein. Je suis contente. Je commence à récupérer des rôles où s'ils sont pas forcément français. D'accord. Ah, c'est sympa ça. Ça me fait plaisir. Il y a que depuis cette année que ça commence à arriver, que les gens commencent à ne pas savoir que je suis française. Donc c'est pour moi c'est bien. Enfin, je suis contente. Les Américains ont peut-être un petit peu moins de mal à utiliser des gens avec accent et ils orientent des fois le rôle pour ça. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est comme ça parce qu'au départ, j'ai pris plein de cours pour essayer d'enlever mon accent et je me suis vite rendu compte que j'y arriverais pas. Je serais jamais aussi bonne qu'une Américaine à sonner américaine. Enfin, qu'une Américaine qui est née en Amérique. Donc, je me suis dit, je vais même pas essayer de me battre. J'essaie d'être la meilleure comédienne possible. Et si je suis la meilleure comédienne, ils changent le personnage pour moi. En fait, c'est ça qui se passe. Mais c'est chouette, ça. Parce que je fais aussi beaucoup de livres audio, comme on discute avant, des podcasts avec des séries où il y a tous les personnages, effets spéciaux, etc. C'est-à-dire que c'est comme une série à la télé, sauf qu'il n'y a pas l'image. Et ça, j'en fais beaucoup en anglais. Et ça marche
du tonnerre, même si j'ai un accent, même si... et au départ, ces rôles-là n'étaient pas écrits pour une Française. Simplement, j'ai fait l'audition et ils ont aimé ce que j'ai fait. Et donc, ils ont pivoté l'écriture de la série pour que ça marche avec mon personnage. Donc, en fait, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça, mais c'est pareil, si vous êtes ceux qui sont en France et qui ont un accent parce qu'ils viennent de l'étranger, je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut être le meilleur comédien que tu peux être. C'est tout ce que tu peux faire. Et après, les gens aimeront ou ils n'aimeront pas. Et s'ils t'aiment, ils changeront le rôle pour toi. Voilà. Ça rejoint un peu la question sur laquelle je voulais t'amener. Et là, tu donnes une partie de la réponse. C'est finalement pas si compliqué que ça d'être français à Los Angeles. Compliqué, non. Après, ça dépend. La difficulté, on va dire, c'est la même partout quand tu es comédien. La difficulté, c'est de rencontrer les bonnes personnes et d'avoir les opportunités pour auditionner. Et ça, c'est loin d'être facile, mais c'est pareil en France. Je veux dire, partout, c'est difficile de savoir où sont les castings. Et l'autre difficulté, la difficulté ajoutée par rapport à si tu es en France, c'est le visa. Si tu n'as pas de visa, tu ne peux pas travailler. Alors moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème pour le visa parce que j'avais déjà une carrière avant d'arriver aux États-Unis. J'avais une émission télé que je présentais où j'étais tous les jours à la télé, j'avais des couvertures de magazines, etc. Donc ça n'a pas été un problème pour obtenir le visa. Mais pour ceux qui souhaitent venir s'installer aux États-Unis et qui n'ont pas de carrière en France encore, ou ailleurs d'ailleurs, c'est pas obligé d'être en France, c'est plus difficile. Parce que, voilà, disons qu'il y a plusieurs sortes de visas, mais le visa pas le plus facile, mais le plus courant, c'est quand même, je pense, celui qu'on appelle Extraordinary Ability. Et donc, c'est qu'il faut que tu prouves que t'as une carrière et que si tu viens aux États-Unis, tu feras carrière, tu vas pas te retrouver à être au chômage, en gros. Parce que chez nous, il n'y a pas d'intermittence. Oui, voilà, mais une fois que tu as ton visa, par contre, tout roule. Après, une fois que tu as le visa, après, il faut te faire les connexions, il faut... Après, c'est comme en France. Oui, c'est comme partout. Je dirais pas tout roule parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui repartent la queue entre les jambes. Hein. Faut avoir l'esprit quand même. Hein. Il faut être entrepreneur, il faut ouvrir les portes. Après, quand on a déjà une carrière, parce que moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais déjà une carrière quand je suis arrivée, donc les portes se sont ouvertes relativement facilement. Mais moi, j'ai eu la chance de commencer il y a 20 ans, quand c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour plusieurs raisons. Il y a 20 ans, il n'y avait pas vraiment beaucoup de comédiens voix off. Ça n'existait pas tant que ça, même de comédiens tout court, on va dire. Donc à l'époque, on est venu me chercher. Moi, je faisais du théâtre, j'étais à la Comédie Musicale et on venait me chercher à la sortie des artistes et on me disait j'ai un dessin animé, j'ai besoin de quelqu'un qui a un accent français. Est-ce que tu peux venir enregistrer? Je disais ok. Et en fait, moi, on est venu me chercher au départ pour faire de la voix. C'est pas moi qui ai démarché. C'est après avoir fait plein de boulots, quand j'ai vu qu'on n'arrêtait pas de m'embaucher, que j'ai pris des boulots que j'avais fait, j'ai fait une démo avec. En fait, c'était pas vraiment une démo, j'ai fait juste une collection des boulots que j'avais déjà fait. J'ai envoyé à des agents et tous les agents m'ont pris. Tout le monde m'a dit oui, on te prend. Et une fois que j'ai été avec un agent, j'ai commencé à faire des pubs pour Disney, Microsoft, faire des trucs qui avaient des gros noms. Et une fois que j'ai eu les gros noms sur mon CV, tout le monde a voulu m'embaucher. Donc en fait, pour moi, ça a été facile. Ouais. J'ai pas eu les difficultés que les gens ont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas de home studio. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a tellement de comédiens qui ont compris qu'ils peuvent agrémenter leur fin de mois en faisant des voix, que la compétition, c'est plus la même. Ouais. En fait, moi, à mon époque, j'étais pas très bonne au départ, mais tout le monde m'a pardonné. On m'a formée sur le tas, on m'a formée pendant les boulots. J'avais des directeurs artistiques qui me coachaient et qui me formaient parce qu'ils n'avaient pas de comédien. Donc, c'était moi leur option et peut-être 5 autres personnes. Il n'y avait pas grand-chose. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors qu'aujourd'hui, tu as le choix entre 5000 personnes. Du coup, si les gens ne sont pas prêts, ils n'ont pas le boulot. Ouais. On forme plus les gens sur le boulot. Maintenant, on attend qu'ils soient prêts. Donc, c'est plus difficile. Et aussi,
comme c'est des boulots qui sont sympas, qui payent bien, parce que moi c'est aussi pour ça que je fais beaucoup moins de théâtre aujourd'hui, c'est que malgré tout, il faut payer le loyer, comme tout le monde, il faut vivre, et que je me suis rendu compte que au théâtre, on gagne beaucoup moins bien sa vie qu'en faisant des voix. J'adore le théâtre et j'y retournerai demain si je pouvais. Mais le problème du théâtre, c'est qu'on te paye tout juste ce qu'il faut pour que tu arrives à survivre. Et dès que tu as fini un spectacle, tu n'as plus rien. Et quand tu travailles à temps plein sur un projet, tu n'as pas le temps de faire autre chose. Et donc, tu perds les autres clients que tu as qui viendraient pour un petit boulot par-ci par-là. Tu les perds parce que tu es là, je suis pas dispo. Et du coup, c'est très, très difficile de vivre correctement du théâtre, même si c'est là où est mon cœur. C'est très, très difficile. Alors, quand on est connu dans le métier, comme moi, tout le monde me connaît, là où je suis, etc. C'est beaucoup plus facile parce que les gens pensent à moi en premier. J'ai de la chance. Ce que je dis, c'est que moi, j'ai eu la chance de commencer beaucoup plus tôt. Mais pour les petits jeunes qui démarrent, je les plains. C'est dur, je pense. Alors moi, j'essaie, quand je suis directrice artistique, j'essaye toujours sur les plus petits rôles de faire venir des gens nouveaux que je connais pas pour leur donner une chance. Parce que je pense que c'est vraiment difficile aujourd'hui de percer surtout en plus avec l'intelligence artificielle qui arrive. Ça va être d'autant plus difficile que les boulots sur lesquels on peut mettre les boulots un peu moins importants, sur lesquels on peut mettre des gens nouveaux pour essayer de les former, de leur donner de l'expérience. Ces boulots-là, ils risquent de partir à l'intelligence artificielle, j'espère pas, mais je pense que ce seront les premiers boulots à partir. Et du coup, ça va être encore plus dur pour les nouveaux pour démarrer. Ouais, tout à fait, ouais. Donc je les plains. J'avoue que c'est pas aussi simple. C'est pas trop difficile, je veux dire, quand on est dans le mouvement et qu'on est dedans et qu'on connaît les gens et qu'on est dans les bons cercles. Mais arriver à rentrer dans ces cercles-là, c'est difficile. C'est ça le plus dur, ouais, tout à fait, ouais. Puis il faut tomber sur le DA qui a un peu de bienveillance, qui va vouloir donner sa chance à des nouvelles personnes, et ça c'est pas tous les jours, quoi. Oui, puis c'est pas facile parce qu'il faut voir aussi le côté, quand on est le DA ou quand on est le producteur, on a la pression du client, des budgets, et on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'on nous dit, t'as 2 heures pour enregistrer tant de lignes, et si tu les enregistres pas en 2 heures, tu te fais engueuler, tu peux te faire remplacer en tant que DA, etc. Donc si tu prends quelqu'un de nouveau et que tu n'arrives pas à faire le nombre de lignes qu'il faut dans les 2 heures, c'est problématique. Et si tu les fais et que c'est pas bien, c'est aussi problématique. Après, tu te refais pas embaucher. Donc, c'est ce qui explique pourquoi c'est toujours les mêmes qui bossent, en fait. C'est triste, mais quand on embauche les gens qu'on connaît, qu'on sait qu'ils vont vite, qu'on sait qu'ils sont bons, pourquoi on irait voir ailleurs ? C'est ça qui m'intéressait, tu vois, dans le fait de te recevoir, c'est que tu as la vision des deux côtés. Tu sais ce que c'est que d'être comédienne et d'être un petit peu à la merci du prod ou du client, et tu dois délivrer quelque chose avec des contraintes, et tu connais l'autre côté aussi du rideau où on a quelqu'un au-dessus qui nous presse au niveau budget, il faut demander aux comédiens de faire vite et bien. Enfin, voilà, c'est vraiment deux côtés d'une même pièce qui sont... Dans l'idéal, je dirais, en tant que directeur artistique, c'est la frustration numéro 1, c'est le temps qu'on nous donne en studio pour enregistrer et la pression qu'on nous met derrière. Tu vas avoir le producteur qui vient te voir à la fin de la journée, qui dit attention, t'as fait que 20 lignes à l'heure aujourd'hui, il faut que tu fasses 40. Et là, c'est pas facile. Mais oui, c'est ça, c'est pas facile. Moi, j'ai déjà vu qu'on remplace des comédiens parce qu'ils sont pas allés assez vite, et que t'as la production qui crie derrière et qui dit non, on le remplace, c'est pas possible. Après la première session, ils disent on peut pas aller à cette vitesse-là. Et le DA qui dit mais je peux pas aller plus vite parce que j'ai besoin de le coacher, etc. Et du coup, paf, il se fait remplacer. Et c'est dur quand t'es le DA parce que t'as pas envie de dire à un comédien je te remplace. Ah non, c'est super dur. Je me suis retrouvé une fois dans cette situation. On les aime, nos comédiens. Ah, c'est affreux. C'est affreux. Alors ça arrive pas très souvent, heureusement, mais on s'attache. Moi, je suis très attachée à mes comédiens, donc j'ai pas envie. J'ai envie qu'ils réussissent et que le projet soit le meilleur possible, etc. Mais c'est vrai qu'on a des contraintes derrière où nous on nous met une pression dure que en tant que comédien tu vois pas toi de ton côté. Enfin, j'espère. Il faudrait pas que tu la vois si tu t'en rends compte. Peut-être qu'on ne fait pas notre boulot de DA comme il faut. C'était très intéressant tout ça. Je te propose de faire un petit retour en arrière, un gros retour en arrière même. Ok. On va passer à la 3e partie de l'émission qui va nous parler de toi, mais depuis tes tout débuts. Ok.
première chose qu'on demande à peu près à tout le monde, d'où viens-tu ? Alors, je suis née à Metz, mais j'ai passé mon enfance près de Toulouse. Donc je me sens toulousaine. Je pensais que t'étais toulousaine, Voilà, moi. je me sens toulousaine. Oh là là. Même si je ne suis pas née à Toulouse. Mais je me sens aussi un peu montpelliéraine parce que ma grand-mère habitait à Montpellier. Et donc, je passais tous mes étés là-bas. Et ma sœur habite à Montpellier maintenant. Donc voilà, mon cœur, il est entre Montpellier et Toulouse. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel à partir du moment où tu t'es engagée dans cette voie, que tu as voulu... Ouais. Alors, si je dis pas de bêtises, tu as été donc présentatrice télé aussi. Ouais. Qu'est-ce qui a commencé ? La présentation plutôt d'émissions de télé, la comédie, comment t'es arrivée là-dedans ? Non, plutôt théâtre. Moi, j'ai commencé au théâtre et comédie musicale. Et je suis passée présentatrice télé quand j'en ai eu marre de pas gagner assez d'argent. Tout simplement. J'adore le théâtre, mais c'était difficile. Entre deux pièces, j'ai fait tous les boulots du monde que tu puisses imaginer. J'ai été serveuse. Non, j'ai pas été serveuse, mais j'ai bossé dans une librairie. J'ai travaillé dans un théâtre en tant que ouvreuse. J'ai fait plein. T'es obligée, de la seconde où la pièce s'arrête, t'es obligée d'aller trouver un petit boulot et de faire. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose qui paye davantage. Et donc, j'ai commencé à auditionner pour la télé. Et le jour où j'ai décidé, je sais pas, j'ai eu de la chance, le jour où j'ai décidé d'auditionner pour la télé, paf, j'ai eu un truc de présentatrice télé. Et pour être honnête, en fait, j'ai pas tellement aimé. Je l'ai fait parce que... Tu sais que tu vas énerver tout le monde, hein. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous dis j'ai eu de la chance et tout, tu vas énerver tout le monde. Hein. C'est vrai, moi j'ai eu beaucoup de chance, mais en même temps, tu sais, je veux dire, je pense que la chance aussi, elle arrive aux gens qui font. C'est-à-dire que j'ai eu de la chance, mais je suis allée la chercher, la chance. Ça n'est pas. On est venu me chercher pour faire des voix off parce que j'étais sur scène en train de faire du théâtre. J'étais pas chez moi sur mon canapé. Donc on provoque la chance quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Mais j'ai eu de la chance. Je reconnais, j'ai eu de la chance. Je le renie pas. J'ai eu de la chance. Et donc j'ai décroché cette émission télé et ça payait bien et je peux pas me plaindre. Je veux dire, c'était pas artistiquement. En fait, le problème c'est que ça m'a frustrée de façon artistique. C'est-à-dire que c'était pas artistique. Et tout ce qui comptait, c'était est-ce que j'étais belle à l'écran. Et on pouvait, par exemple, ça nous était arrivé de retourner toute une semaine d'émission parce que on m'avait donné une veste qui me donnait l'air grosse, apparemment. Et ils s'en étaient pas rendu compte après le premier jour. Là là. Et donc, on a tout retourné avec sans la veste. Mais quelle était cette émission ? Ça s'appelait X-Tube. C'était une émission de sport extrême sur Extreme Sports Channel qui ne doit plus exister, je pense, aujourd'hui. Je sais pas si ça existe encore. Alors, c'était donc au moment où tu t'exiles en Angleterre ? Oui. J'étais en Angleterre à l'époque. Ouais. Ah, parle-nous de ça, parce que tu quittes pour quelle raison tu quittes la France et tu débarques à Londres ? Pour faire de la comédie musicale, parce que je trouvais que les comédies musicales à Londres étaient mieux que celles en France. Puis moi, j'habitais pas Paris. Et monter sur Paris, ça me paraissait pas assez, c'était pas assez l'aventure. J'avais envie d'aller quelque part où il fallait que j'apprenne. J'avais envie de me rendre des choses difficiles, voilà. Parce que j'avais l'impression que je parlais anglais, mais en fait, quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que mon anglais c'était du petit chinois. Je parlais très mal, je comprenais rien. Au début, ça a été assez dur. D'ailleurs, c'est comme ça. J'ai appris l'anglais en travaillant dans un théâtre, en étant ouvreuse dans un théâtre, et c'est les spectateurs en venant qui m'ont appris à dire tout droit, à gauche, à droite, les toilettes, tout ça. J'ai appris. Je suis allée à ma première interview pour travailler et j'ai rien compris de ce qu'on m'a dit. J'ai fait yes, 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 yes tout du long de l'interview et à la fin, on m'a donné le travail. Et je suis sortie. Je savais pas du tout quoi faire. Alors j'ai rencontré, il y avait des ouvreurs qui étaient là. Alors j'ai demandé et on m'a dit mais viens demain à telle heure. Ça j'ai réussi à comprendre. Alors j'arrive le lendemain et je vois que tout le monde avait des pantalons noirs et une chemise blanche. Et moi j'étais en jean.
Alors je demande, et ils me disent non, il faut que tu aies ton uniforme. Alors je suis partie en courant, je suis allée acheter un pantalon noir et une chemise blanche. J'imagine qu'on avait dû me le dire à l'interview, mais j'ai rien compris. Et donc je suis revenue avec le pantalon noir et la chemise blanche, et on m'a donné des programmes et on m'a lancé. Il fallait que je les vende. Et voilà, je me suis débrouillée. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Et après, plus tard, parce que j'ai fait ça quand même pendant un moment, après j'ai réussi à apprendre l'anglais, après je me suis retrouvée, moi, à être superviseuse dans les théâtres comme ça, et à embaucher les ouvreurs, et du coup je faisais exprès d'embaucher des gens qui parlaient mal anglais, parce que je savais que c'était comme ça qu'on pouvait apprendre, et que c'était pas un problème pour le travail, parce que pour le travail, quand tu arrives dans la mesure où tu dis « hello » avec un grand sourire, c'est bon, les gens sont contents, ça pose aucun problème. Au final, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ta façon de faire, de commencer par un métier, de passer de l'autre côté. Ouais. Oui, c'est vrai. Tiens, ouais. Diriger ton ancien métier. Tiens, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça. Bah, ouais, c'est vrai. Disons que j'aime pas rester en place. Je suis quelqu'un qui reste pas en place. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des choses différentes, j'ai besoin de me stimuler et de me mettre en situation de danger. En fait, je pense toujours, j'ai toujours besoin de progresser. Sinon, je m'ennuie. Donc, c'est pour ça aussi que ça m'excite davantage de jouer la comédie en anglais, en fait, parce que c'est plus dur. Oui, c'est ce qui colle plutôt bien à l'esprit anglo-saxon, voire même l'esprit américain, finalement. Ouais, peut-être. Mais ça me satisfait de voir quelque chose qui est difficile à faire et d'arriver à le conquérir. Ça me donne du plaisir. Voilà. Donc j'aime bien me mettre en situation où c'est un peu plus dur, j'aime pas rester dans les situations où c'est facile. Si je trouve que c'est facile, je passe à autre chose. Tu te retrouves donc à la télé, dans une émission de sport extrême que tu as animé pendant combien de temps environ? Un an et demi, je crois. On a fait 300 et quelques épisodes. Ouais, un peu plus d'1 an. Donc là, il n'y avait pas de souci avec ton accent non plus, donc je présume. Ah non, bah là, c'était en français. Ah, une émission en Angleterre faite en français. Oui, alors attends, elle était en 3 langues. On la faisait en français, en polonais et en anglais. D'accord. Et on l'a retrouvée où en France, cette émission? Sur Extreme Sports Channel, sur la chaîne française. Ah, pareil, d'accord. Ouais, il y avait une chaise. Sur le câble. Sur le câble, je pense, ouais. Alors, je sais pas si la chaîne existe encore. Mais, ouais. Ah, je ferai mes petites recherches, quand même. Et tu te retrouves à partir à Los Angeles pour quelle raison et au bout de combien de temps? Alors, je suis partie à Los Angeles parce que, au départ, parce que je me suis retrouvée à faire cette émission de télé et contrairement à quand je faisais du théâtre, je me suis retrouvée à avoir de l'argent. Et j'avais pas l'habitude d'avoir de l'argent, j'avais l'habitude d'être tout le temps fauchée. Du coup, j'ai dit allez, on va faire quelque chose je vais dépenser mon argent. Et je me suis dit j'adore le jeu d'acteur des Américains, je vais aller étudier là-bas. Alors je suis partie à Los Angeles avec l'argent que j'avais, je suis partie 3 mois pour étudier. Mais à l'époque, j'avais pas du tout envie de vivre à Los Angeles. C'était pas du tout, ça a jamais été mon rêve, en fait. Je suis vraiment allée là-bas pour étudier leur façon de jouer parce que je trouvais que le jeu américain était très vrai, très juste, très minimal comparé au jeu qu'on fait en Europe. Je trouvais que ça m'intéressait de découvrir une autre technique. J'avais l'habitude du théâtre où tout est grand et donc j'avais envie de découvrir quelque chose de plus intime, plus vrai. Et je suis allée là-bas et je suis tombée amoureuse de Los Angeles quand j'y suis allée. J'ai fait c'est là que j'ai envie d'être. Mais ça m'a prise par surprise en fait. Vraiment, j'étais pas allée en me disant je vais rester à Los Angeles. Et comme tu vois, je blâme ma mère. Comme elle m'a emmenée voyager partout, que j'adore voyager, j'ai découvert l'Amérique et l'Amérique m'a plu et j'ai eu envie de repartir et de voyager. J'ai du mal à rester en place. Au même endroit. Et pourtant, ça fait combien de temps que tu es à Los Angeles maintenant? Alors maintenant, ça fait 14 ans. Donc maintenant, ça fait longtemps et j'avoue qu'on ne voit pas le temps passer à Los Angeles. Et il y a pas que moi qui dis ça. Et en fait, on pense que c'est parce qu'il n'y a pas de saison. Du coup, j'ai l'impression que je viens d'arriver. Comme il n'y a pas de saison, on n'a pas cette impression que le temps passe. Alors que quand tu es en France, il y a le moment où tu as l'hiver, tu mets ton manteau, tu as froid, et après en été, il fait chaud, tu vas à la mer. Mais nous, il fait chaud, on va à la mer tout le temps. Tout le temps. Du coup, on voit pas le temps passer. Puis j'avoue que quand même la vie là-bas
franchement, déjà, j'adore les Américains. Les Américains sont très, très positifs, très ouverts. Avec eux, on a l'impression que tout est possible. Et j'adore cette façon de penser. On n'a jamais l'impression qu'il y a des obstacles. En fait, au lieu de regarder les obstacles, on voit les solutions. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. J'adore ça. Et 2, il fait beau. 3, on a la mer. Et 4, on a les plus grosses productions. Donc, on a la possibilité de travailler sur des projets... on pourrait jamais travailler sur des projets comme ça en France. Enfin, on pourrait travailler sur le doublage de ces projets en France, mais on pourrait pas travailler sur les originales. Par exemple, j'ai eu la chance de faire des voix sur Life of Pi. Oui. J'ai eu la chance de faire des voix sur X-Men et sur la version originale. Jamais j'aurais eu ces opportunités-là en France. Donc ça, pour moi, c'est extraordinaire. Tu vois, t'as participé à un film qui gagne des Oscars. Ouais, ouais, c'est pas mal. Et ça, ces opportunités-là, elles existent parce que je suis dans la ville où ça se passe. Donc voilà. C'est quelque chose. Ouais, j'appuie ce que tu dis pour être venu 2 fois à Los Angeles et puis plusieurs fois aux États-Unis. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Alors en Californie et du côté de New York, ce côté tout est possible. Tout est possible. C'est la positivité qui ressort de tout le temps. Ouais. Je dis pas qu'il y a pas de défaut évidemment, mais ce côté demain, tu peux croiser la bonne personne ou tu peux faire juste un truc. Tu vas traverser la rue à un instant T et tu vas te retrouver projeté tête d'affiche d'un film, quoi. C'est impressionnant ce pays pour ça. C'est quelque chose d'assez fou. Ouais, je veux dire, c'est le pays où tu peux dire je vais fabriquer un vaisseau et on va aller sur Mars. Ouais. Et t'as les gens qui disent OK, comment est-ce que je peux t'aider? C'est ça, voilà. c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est vraiment dingue. Ouais. C'est ça que je trouve qui me nourrit beaucoup et c'est pour ça que je suis jamais fatiguée en fait. En tout cas pour l'instant, je suis pas fatiguée d'être à Los Angeles. C'est vraiment quand je discute avec des gens et que je leur dis voilà, j'ai ça comme projet, j'ai envie de faire ça. Les gens disent OK, comment est-ce que je peux t'aider? Ouais. Alors que je trouve qu'en Europe, on a plus tendance à entendre mais c'est impossible, tu y arriveras pas. C'est vrai. Tu pourras pas. Et peut-être que j'y arriverai pas et peut-être que je pourrai pas. Mais au moins j'essaye. Et moi, ça correspond à mon tempérament qui est d'avoir toujours envie d'aller plus loin, de faire autre chose, de tenter quelque chose. Et même si on échoue sans arrêt, pareil, que ce soit aux États-Unis ou en France, on échoue sans arrêt. Mais on regarde pas l'échec de la même façon. Aux États-Unis, on regarde l'échec comme une partie normale du succès. Par exemple, l'autre jour, on est allé voir DreamWorks et on a essayé de leur vendre une série qu'on va faire et ils nous ont dit non, ils ont de la raison. Mais la façon dont on le regarde, c'est pas oh là là, on va jamais arriver à le faire. C'est l'inverse. C'est on nous a ouvert une porte. Ouais. Ça veut dire qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. On a pu rentrer, on a pu proposer ce qu'on voulait faire. On nous a écoutés, on nous a pris sérieusement. Même si on nous a dit non, ça veut dire qu'on est une étape plus près du but, qui est d'arriver effectivement à vendre la série à une grosse production. Donc et ça, c'est vraiment dans l'état d'esprit. Tu sens que t'es considéré. T'es vraiment considéré quand tu te présentes à eux. J'ai eu un peu cette expérience il y a 4 ans. Pareil, on est allé à DreamWorks se présenter. On est allé visiter entièrement DreamWorks en France. Et pourtant, je veux dire, sans manquer de respect à qui que ce soit, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de studios en France qui ont la valeur et la taille d'un DreamWorks. Et qui, en France, ferait ça? Qui ouvrirait les portes d'un aussi grand studio en France comme on l'a fait aux États-Unis? Je veux dire, les gars de DreamWorks nous ont dit, venez, c'est open bar, vous venez voir, on vous montre tout, c'est parti, quoi. C'est fou. Écoute, je sais pas, franchement, pour être honnête, j'ai pas essayé en France, en fait. J'ai jamais essayé en France. Mais en France, je sentais que quand je disais, je veux faire du théâtre, je veux faire de la comédie musicale, je veux faire des dessins animés, tout le monde me disait non, mais il faut que tu fasses un vrai métier. J'ai pas senti le soutien, tu vois. Alors que le soutien, je l'ai trouvé à l'étranger. Alors après, c'est mon expérience personnelle. Je pense que ça peut être différent pour quelqu'un d'autre. Donc je renie pas du tout la France. Au contraire, j'adore la France. Mais j'ai trouvé l'énergie dont j'avais besoin pour créer et pour faire des choses aux États-Unis. Mais j'essaye de créer pour la France parce que j'adore la France.
Pour terminer cet entretien, il y a eu une très grosse actualité aux États-Unis ces derniers mois. Donc il y a eu une grève qui a un peu paralysé une bonne partie des métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Tu as été assez... Alors j'ai pu voir passer sur les réseaux que tu as été assez active, en tout cas que tu émettais pas mal ton opinion sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet accord de sortie de grève et ce que tu en penses? Moi, j'ai voté contre. D'accord. Parce que il y a des protections contre l'intelligence artificielle dedans, mais il y a aussi beaucoup d'exceptions. Et moi, j'ai voté contre à cause des exceptions. D'accord. Parce que, par exemple, une grosse exception, c'est le doublage. C'est-à-dire que le contrat autorise les productions à utiliser l'intelligence artificielle pour prendre la voix originale de l'acteur et doubler dans d'autres langues avec l'intelligence artificielle, sans qu'ils aient besoin de payer qui que ce soit, sans qu'ils aient besoin de demander le consentement de qui que ce soit. Ok. Et ça, c'est dans le contrat. Et moi, cette clause-là en particulier, c'est celle qui m'a fait voter non, parce que je pense que c'est la mort du doublage. Pour être honnête, le doublage aujourd'hui, déjà, il n'est pas parfait, même avec des super adaptations, etc. Les lèvres sont pas exactement parfaites et la voix n'est pas la même. Alors si demain, ils peuvent modifier légèrement l'écran pour que les lèvres correspondent exactement au texte et ils utilisent la voix de George Clooney, par exemple, ce sera sa voix à lui, mais qui parle français, qui va choisir d'aller regarder un doublage avec la voix d'un autre acteur alors qu'ils peuvent avoir la voix de George Clooney? Oui, je vois. Donc voilà. Voilà. Donc c'est et pour moi, en fait, moi c'est la mort du doublage et j'y tiens au doublage parce que quand même, moi, j'en fais beaucoup et c'est dans ma culture. Et aussi, j'ai peur du jeu d'acteur parce que par contre, ils auront la vraie voix de George Clooney et ce sera parfait à l'écran. On verra pas on verra pas de petite différence entre ce qui est dit et les lèvres. Mais le jeu d'acteur, est-ce que l'intelligence artificielle va être capable de faire un jeu d'acteur qui soit regardable? Moi, ça me fait peur. Et aussi en tant que comédienne, c'est-à-dire que j'ai pas envie. Moi, je voudrais que si je fais quelque chose en anglais et que c'est doublé en français, je voudrais refaire le doublage en français. Je veux pas qu'on utilise ma voix avec une intelligence artificielle pour me faire parler français. Ouais. Ça me fait peur, ça. Moi, j'ai peur que le jeu d'acteur soit affreux et les gens vont penser que c'est moi. Mais du coup, si la loi, enfin, en tout cas, s'il y a cet article dans un document américain, est-ce que tu penses que ça suffit pour outrepasser les législations européennes ou asiatiques ou autres? Alors, je pense pas aussi. À mon avis, quand même, s'il y a une législation, la législation sera celle qui devra être respectée. Parce que là, c'est un contrat entre le comédien et la boîte de production, c'est pas la loi. Donc, si le contrat va contre la loi, c'est la loi qui prime. Ouais. Heureusement d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis que là, c'est pour ça qu'on a une association aux États-Unis qui s'appelle NAVA, qui d'ailleurs travaille avec une autre association européenne de voix off, et je pense que les voix en font partie, si mes souvenirs sont bons, qui est en train de travailler justement à essayer de changer la législation. NAVA est allé à Washington plusieurs fois déjà pour aller parler aux politiques et leur expliquer les problèmes spécifiques des gens qui travaillent dans la voix et essayer de faire changer la loi, puisqu'on n'y arrivera pas par les contrats. Parce qu'on n'arrive pas à faire la pression sur les studios. Et je pense que la raison pour laquelle ce contrat-là a fini par passer, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'avancées, malgré tout, dans le contrat. Et les gens en avaient marre de faire la grève. Les gens ont envie de vivre. Ça a été dur. La grève, on travaille pas, on n'est pas payé. Comme je disais, on n'a pas le système d'intermittence aux États-Unis. Donc, quand on travaille pas, on n'a rien. Zéro. Donc, ne pas travailler pendant 6 mois, c'est extrêmement difficile pour tout le monde. Donc, il y a un moment donné où les gens n'ont plus envie de faire la grève et ils se disent, ce qu'on a, c'est mieux que rien. Mais moi, j'ai voté non quand même, parce que même si moi, je fais de la prod d'ailleurs, parce que moi, j'ai pas l'intention jamais de faire ça. Mais je pense que même pour les producteurs comme moi, on choisit pas toujours, parce qu'en fait, même si tu produis quelque chose, tu as toujours un client, tu as toujours quelqu'un au-dessus. Même si c'est ta propre boîte, il y a
toujours quelqu'un au-dessus, sauf si t'es celui qui donne l'argent. Si t'es celui qui paye, là ça va. Mais c'est celui qui paye qui décide. Et donc même les producteurs à DreamWorks, à Disney, etc., eux, ils ont peut-être pas du tout envie d'utiliser de l'intelligence artificielle. Mais si le patron dit tu utilises ça, ils le font. Mais moi je veux pas. Pour l'instant, je résiste. Après, oui, on va. Mais pour l'instant, j'ai fait. Je veux pas. Non, on va essayer de résister le plus possible. Ouais. Écoute, c'était très chouette. Merci de m'avoir fait venir. C'est notre première émission internationale. Ouais. On va essayer d'en faire un peu d'autres. On va appeler d'autres personnes, je pense, aux États-Unis et ailleurs. Mais c'était chouette d'ouvrir ce bal international avec toi. Et puis en plus, notre première invitée féminine. Ouais. Donc, c'était un super moment. Écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, de toute façon, on prendra des nouvelles dans quelques temps pour voir un petit peu où tu en es avec tes productions. Ok, ça marche. Merci. Merci, salut. Salut.